j'ai bien écouté. Il y a qu'un truc que je trouve qui manque quand même, c'est que la personne qui vieillit, on doit lui laisser surtout, parce que le droit de choisir. Ça veut dire, par exemple, ma belle-mère, elle a 86 ans, je me trouve toute seule aujourd'hui. La première chose que j'ai faite, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Simone, comment tu veux finir de vieillir? Je ne lui ai pas dit, tu vas aller là ou tu vas là. Elle m'a dit, je veux rester à la maison. Pas de problème. On fera tout ce qu'il faut pour t'accompagner, pour que tu restes le plus longtemps possible chez toi. Je n'ai pas dit que j'allais habiter chez elle, je ne peux pas, j'aime pas la région, je lui ai carrément dit, mais elle viendra le plus souvent possible. Alors il y a une aide pour le ménage en ce moment, une aide pour la conduite, parce qu'on lui a fait réaliser que c'était pas l'idéal de conduire avec sa vie qui baisse, etc. Et elle a envie de faire des activités. Et ce que je pense qu'il manque, c'est quand on va on choisit ou on ne choisit pas, on se retrouve dans un établissement pour personnes âgées, c'est la possibilité de construire quelque chose, d'avoir des liens, par exemple extérieurs, s'il pouvait y avoir des parrainages avec des plus jeunes, je trouve que ce serait super, parce que parrainer une mamie ou un papy, il y a aussi des expériences comme ça, j'ai vu dans quelques maisons, je ne dirais pas que ce soit régulier, mais au moins, c'est un espace de vie qui s'ouvre sur une autre fenêtre. Il y a la jeunesse, là, tiens, je discute. Par exemple, pourquoi elles sont capables, hein, ces personnes qui sont aussi en maison de retraite, pourquoi elles n'auraient pas aussi la possibilité de créer une émission de radio, de faire un reportage, par les témoignages, de faire tout ça à la fois. C'est très important, et pour la mémoire. Alors quand on parle d'Alzheimer, mon père il a terminé sa vie avec Alzheimer, on cherchait par tous les moyens les exercices de mémoire possibles, les petites tâches possibles à faire. On n'a jamais sous-estimé, on estimait toujours qu'il pouvait faire plus. Même si on nous disait, ah oui, mais il ne peut pas le faire, il a... Et puis, il s'occupait de lui comme ça. C'est tout. Je pense que la personne âgée doit être encore jusqu'à la fin de sa vie une ouverture sur la société. Et pas, il faut l'aider, il faut lui faire ci, il faut lui faire ça. Non. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de construire jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. En tout cas, je ne me verrai pas finir ma vie. Alors, je vais peut-être répondre. On va peut-être faire répondre parce qu'il y a beaucoup. Alors, on va faire et après. Elle donne une femme. On va donner l'exemple. Alors, on respecte les 4 vagues. C'est ça, c'est ce qui va arriver. Moi, je voudrais. Ah, pardon, c'est le monsieur. Oui, moi, je voudrais insister sur l'aspect combat de classe que tu as évoqué au début. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le gouvernement il dit qu'il veut amener l'âge de retraite à 64 ans, qui coïncide en gros avec l'âge d'espérance de vie en bonne santé. Donc on est effectivement dans un combat de classe qui est difficile parce qu'en même temps, on se heurte à des stéréotypes sur la vision qu'on peut avoir les uns les autres de la personne âgée. Donc je ne développe pas plus, mais c'était juste pour ne pas oublier le contexte, quoi. Après, moi, je voudrais prendre l'exemple de l'aide à domicile pour essayer de montrer que le capitalisme a quand même une grande capacité de récupération et de dévoiement des aspirations. Un copain m'a informé, je suis militant CGT, encore à la retraite, mais militant CGT, un copain m'a informé récemment qu'il se développe, deux camarades m'ont informé, l'un me dit, il y a des services, des CCAS là, qui vont fermer, parce que l'aide à domicile est en train de se privatiser, et j'ai cru comprendre que le pouvoir là, poussait, incitait sur, je crois qu'on peut qualifier d'auto-entrepreneuriat de l'aide à domicile, avec ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, après, on n'a pas une visibilité sur les conditions de prise en charge de la personne âgée d'aide à domicile, à la fois pour toutes les personnes, manque de formation, pas de reconnaissance salariale, conditions de travail difficiles, précarité des femmes salariées qui font ce travail-là, etc., etc.
Donc voilà, à partir de là, moi je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a deux logiques qui s'affrontent, soit la logique du service public, soit la logique du marché. Et c'est pour ça que je pense que les mots combat de classe, ils ne sont pas usurpés, c'est pas pour faire bien, mais parce qu'effectivement, en face de nous, on a un pouvoir, un patronat intelligent, qui sait s'appuyer sur les aspirations existantes, rester chez soi, mais qui va essayer de les dévoyer. Donc après, troisièmement, effectivement, j'avais suivi et puis j'avais participé à la mobilisation de janvier 2018, en aidant des salariés d'EHPAD à s'inscrire dans ce mouvement. Donc je ne sais pas comment on formule les choses, mais je pense que la revendication qui devrait rassembler, c'est un service public, alors je ne sais pas si on peut dire un service public de la personne âgée, avec les deux volets, la prise en charge dans l'établissement et la prise en charge à domicile, avec ce que tu as dit, hein, le 1 pour 1, etc. Je confirme, et sûrement que la camarade à côté de moi elle dira qu'en règle générale, dans les EHPAD, quand les personnels revendiquent et agissent, on a un renversement de situation. C'est celles et ceux qui dénoncent, souvent celles évidemment, qui dénoncent les situations intolérables, qui se retrouvent sanctionnés, quoi. Et ça peut aller jusqu'au licenciement. Ou alors, autre cas de figure, quand il y a vraiment un mouvement collectif et que la direction des EHPAD est obligée de reculer, alors on va changer de directeur. Et donc là-dessus, ça peut mettre des illusions, on pense, quelques salariés pensent que ça va changer. Et puis en fait, quelques semaines après, c'est le même topo, c'est toujours la même maltraitance institutionnelle que les personnels subissent et qu'ils ne peuvent pas dénoncer, sinon ils se retrouvent en prise aux représailles. Donc, service public de la personne âgée, l'aide à domicile, la structure maison de retraite, moi je suis d'accord qu'il faut défendre la prise en charge dans l'établissement, mais effectivement la changer. On avait entendu les uns et les autres, je pense, cette idée que tu as évoquée de coexistence, crèche, maison de retraite, enfin, des maisons de retraite qui puissent être ouvertes sur l'extérieur. Après, je termine là-dessus, parce que à mon avis, c'était quand même le point faible de la plateforme revendicative de janvier 2018, c'est comment on finance. Si on ne veut pas se faire balader dans cette bataille, il faut qu'on soit exigeant sur comment on finance. J'ai plus en tête la formulation, hein, mais c'était évoqué, mais de manière très interprétable. 10 milliards d'euros. Dans la plateforme de 2018, c'était pas encore chiffré. Mais voilà, il faut qu'on soit exigeant sur le comment on finance, donc la sécurité sociale, effectivement, donc ça nous renvoie, je ne vais pas développer, il y a toute la bataille sur l'augmentation des ressources pour la sécurité sociale. Un dernier mot, puis j'arrive vraiment là-dessus, mais si on dit service public de la personne âgée, ça veut dire aussi qu'à mon avis, il faut qu'on soit exigeant pour dire il faut exclure le privé, les Coréens, les Lorpia, etc. Alors, évidemment, ça va pas... Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que c'est déjà une part importante du marché, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais c'est une part importante, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il y a des salariés dans ces établissements, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur l'idée que, dans un premier temps, il faudrait leur imposer des obligations de service public, quoi. Alors, là, moi, je suis très contente de votre intervention parce qu'on est en train de définir un projet de société. Et comme je disais tout à l'heure, on est dans une société. Quelle société nous voulons? Surtout qu'actuellement, la conjoncture va nous dire qu'il y aura beaucoup plus de personnes âgées de retraités. On va peut-être les 50%, puisque les populations vieillissent. Donc on va être très nombreux à, je vais dire, en France, à être dans cette situation-là. Donc c'est un projet de société qu'il nous faut définir et commencer à lutter pour se dire, voilà, comment va-t-on faire? Parce que la société dans laquelle nous sommes ne s'occupe pas plus des jeunes que des vieux. Elle ne s'occupe que des gens gagnants, des battants, ou de ceux qui sont encore, je veux dire, rentables, entre guillemets. Donc, moi, j'abonde totalement sur la défense d'un service public dans ce domaine-là, parce que, comme on disait tout à l'heure, toutes les aides à domicile, quelles qu'elles soient, soit c'est des auto-entrepreneurs, entre guillemets, de libéralisation, ou des sociétés de prestation de services. Et le gouvernement avec ces sociétés de services comme O2, etc., leur permettent d'avoir des chèques emploi-service. C'est-à-dire une exonération d'impôt pour les personnes qui utilisent ces services. Alors qu'au départ, c'était simplement les particuliers qui pouvaient utiliser les emplois chèques services. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et retraitées chez elles, à domicile, qui utilisent la personne comme ça pour aider au jardin, pour aider parce qu'elle n'a plus l'effort physique,
Et il y avait cette exonération d'impôt, et c'était que les particuliers qui pouvaient gérer le chèque emploi service. Or maintenant, des sociétés de prestation de services rentrent dans ce domaine-là. Et ça, c'est, je veux dire, c'est une source, un créneau porteur, et c'est valable aussi pour les enfants, les âges de. Donc, ce que je pense, c'est que ce projet de société que nous voulons, c'est l'humain d'abord. Et quand on dit l'humain d'abord, c'est tout le contenu de l'intervention précédente. Moi, je m'intéresse à la chose en tant que, quand j'étais active, et maintenant retraitée, aux portes. Je suis devant cette situation-là, je ne parle pas des autres, je m'interpelle et j'essaie d'interpeller, je veux dire, mes concitoyens dans cette situation pour se dire il faut faire face. Et le projet de Macron, dans ce qui va arriver concernant les retraites, c'est hyper dangereux. Je veux dire financièrement, socialement, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on continue à avoir dans la mentalité, dans la culture, d'infantiliser la personne âgée. Qu'elle soit, je veux dire, non handicapée, qu'elle soit malade ou pas malade. On est infantilisé dans la société où nous sommes. Donc la dignité de la personne humaine, elle est également, et surtout, dans la continuité, quel que soit notre âge. Et donc aux personnes intéressées, comme dans toutes les batailles, je veux dire, les luttes et les combats que nous menons, aux personnes intéressées elles-mêmes, de prendre en compte, de prendre leurs responsabilités pour aussi construire cet avenir meilleur. On ne peut pas laisser aux autres. Moi, je vois dans mon syndicat de retraités, pour faire venir les actifs et pour échanger avec eux, c'est un peu difficile de faire la passerelle. Et quand les actifs deviennent retraités, on n'arrive plus à les récupérer dans le syndicat des retraités. Parce qu'ils disent on veut changer de vie, on en a marre, etc. Mais non, la bataille continue de notre façon, mais elle continue. Et les prises de responsabilité, elles doivent se poser aussi à notre niveau, à chaque âge de la vie, à chaque besoin. Parce que ces besoins, ils changent de façon naturelle. Oui, je vais. Je veux dire quelque chose. Tout le monde ici, peut-être, je vais le dire quand même. Il y a Pierre d'Aréville qui avait posé un projet de loi Pour les aidants. pour les aidants, qui a été refusé, bien sûr. Mais je crois, il y a sa secrétaire parlementaire qui est là. Elle peut éventuellement donner des contacts s'il le faut. Mais je crois qu'il y a pas mal un travail que les parlementaires essaient de faire. Et voilà, c'est ça le projet de société dont je parle, prendre en compte les besoins des gens et nous les C'est vrai que c'est une question, les gens, parce qu'on l'a un petit peu mis en avant dans l'exposition. C'est aussi conforter quelque part le rôle de la femme dans ce rôle-là. Et est-ce qu'elle ne supplée pas, c'est une question entre nous, à un manque de service public? Et est-ce qu'il ne faut pas se battre sur ces questions-là plutôt que de prendre peut-être des voies qui vont nous mener peut-être qui vont se retrouver contre nous, et ce sera l'objet d'ailleurs du débat peut-être à la fin de demain. Donc on va prendre deux autres, comment toi et puis comment tu es en fait de moi. Et puis les camarades vont répondre assez rapidement pour permettre à 5 autres d'interventions. Donc là il y a 6 4. Vous êtes les 5. Voilà. Donc c'est toi. Je vais à la hache parce que je sais pas dans tout ça. Oui, c'est un problème de société, je partage complètement. C'est une question pour moi de dignité humaine. Et on prend toujours des indicateurs de développement du pays. Je pense que la question de la manière qu'on traite nos personnes âgées, nos personnes handicapées, pour moi, est un indicateur important du développement de la société. Donc à Nana, beaucoup de choses ont été dites. Il y a des véritables enjeux sur ces questions-là. Et notamment sur la question, on parle de l'EHPAD, mais toutes les études prouvent, et on le sait dans nos rencontres avec les personnes âgées, veulent rester au domicile. Il y a un enjeu sur le logement lui-même. La loi Elan, c'est une catastrophe avec la question des logements accessibles. Mais il y a aussi aujourd'hui des expérimentations qui marchent.
Il y a des maisons en partage, où c'est des appartements les uns après les autres, avec une pièce à vivre, où c'est des appartements totalement autonomes, on peut maintenir à domicile, le département de Bulgare fait ça, et c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas assez de ronds pour le développer. Il y a le balu chômage qui vient du Canada, qui est intéressant à développer en France, mais le législateur n'arrive pas à suivre encore par rapport au droit du travail. Il y a des choses à organiser, il y a des expérimentations qui marchent pour le maintien à domicile. Quand même, il faut aussi dire qu'en France, on n'est pas trop mal loti quand même avec ce qui existe aujourd'hui, même si c'est totalement insuffisant. On est d'accord par rapport à d'autres pays. Il y a un enjeu par rapport aux prestations. Il y a la PCH avant 60 ans, l'APA après 60 ans, d'autres dispositifs, les caisses de retraite si on est à GIR 5 ou 6, le département en GIR 1 à 4. Il faut mettre tout ça à plat avec une seule prestation compensatrice, plutôt dans la formule je partage de la PCH qui aide de sa naissance à sa mort, point. On est face aux associations de personnes handicapées qui sont très costauds et très fortes, qui ne sont pas d'accord, et qui sont puissantes. La PF est puissante face au gouvernement, ça fait partie des associations puissantes, parce qu'elles défendent leurs morceaux aussi, on vous dira, c'est normal, parce qu'il y a des impacts financiers énormes. Si on finance comme la PCH l'a pas, il y a des enjeux financiers derrière. Voilà, je voulais dire juste un mot rapide sur la prestation, il y a des enjeux sur la réforme et tout ça. Le deuxième enjeu, c'est sur, et je partage un peu ce qu'a dit le camarade, sur les travailleurs aide à domicile. C'est un véritable métier plus reconnu, il y a un vrai savoir-faire, il y a besoin de développer la question de la formation, mais surtout ce qu'il faut arrêter, en effet, c'est la privatisation qui est en train de se développer à outrance, on appelle ça la silver economy, ça me donne des boutons ce terme. Et même les associations, je suis désolé s'il y en a qui sont... Les associations ont de plus en plus une attitude de privé, avec une façon de traiter les salariés parce qu'ils sont eux-mêmes oppressés financièrement de plus en plus dur, ou des fois même les frais de travail ne sont pas payés entre différents. Il faut créer un pôle public, et moi je mets même des fonctionnaires, le parti des professionnels à cette époque, il y a quelques temps, ce sont des fonctionnaires territoriaux rattachés au conseil départemental du Gard sur le terrain, c'est un véritable service public, avec un véritable statut des personnes qui aillent au domicile des personnes âgées. Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est les propositions revenir que le parti a pu faire et qu'il faut qu'on porte ça, que ça soit rattaché au département, avec des financements d'État bien sûr, en passant par la sécurité sociale. Il y a un débat avec la CGT, on ne va pas rentrer, maladie, sanguiniste, etc. Et il y a le financement qui est possible sur ces questions-là. Et sur les aidants, en effet, il y a des choses qui se sont développées avec les BPI, mais on est loin de suffire. Et je donne un exemple. En ce moment, on est en train de créer plein de groupes de bénévoles qu'on organise, qu'on forme pour aller voir les personnes âgées, pour organiser des milices de surveillance des quartiers, tout ce que le service public n'a plus le temps et les moyens de faire, on organise des bénévoles. Moi, mon Alisa, je suis obligé dans mon métier, parce que c'est mon métier, la perte d'autonomie, je suis responsable d'équipe d'assistance sociale qui vont domicile des gens, c'est moi qui valide leur plan, je raccourcis. Sauf que je suis obligé d'appliquer, de travailler avec ceux qui s'occupent de mon Alisa. Mais moi je trouve scandaleux qu'on développe de plus en plus les bénévoles pour s'occuper des personnes âgées. Il y a un enjeu public, de service public, avec des fonctionnaires territoriaux qui aillent sur ces questions-là. Et c'est un véritable enjeu que le parti doit porter à l'avenir. Voilà, j'ai plein de choses à dire, mais je laisse la place aux autres. Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis en Isère, pas spécialement militante mais très attentive puisque mes parents ont 85 ans et l'un d'entre eux est décédé et l'autre a eu un AVC qui en 6 mois l'a cloué sans pouvoir marcher, presque sans pouvoir parler. Alors pour raccourcir, ça va être difficile. D'abord les sources. Le service public en vrac à Saint-Martin-d'Air, c'est une des seules villes de France où le centre de jour est municipal. Et non seulement c'est un centre de jour Alzheimer, mais ils acceptent tout le monde, même en fauteuil. Donc ils ont inclus les recommandations de je sais plus quoi de l'ONU sur le polyhandicap, on accueille les gens comme ils sont. Et c'est un service municipal qui existe depuis des dizaines d'années et c'est une des seules villes de France où ce service est municipal et non rattaché à une fondation, une maison de retraite, un hôpital, une association soi-disant non lucrative ou que sais-je. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, il y a une association qui s'appelle Alerte qui a été créée il y a très longtemps, dont je ne sais pas très bien, mais qui est autour des questions du handicap et de l'autonomie, qui a été créée par un gars qui s'appelle Jean Giard, qui a été député, qui a été responsable municipal et qui est un militant de l'autonomie et de la citoyenneté, qui a écrit 2 bouquins dont j'enverrai les références
enfin la Bresse et Bretagne, là. D'accord. Un, c'est sur vieillir un défi, et l'autre, c'est vieillissement et citoyenneté. Et une très bonne info pour les gens qui rentrent dans le sujet et qui ont envie de penser autre chose que ce qu'on leur impose. La troisième chose, service public, ok, mais avec des métiers qui sont cotés comme ils devraient l'être, et non comme les métiers féminisés, invisibles, dévalorisés, etc. Pas des filières vétérinaires qui ne soient pas plafonnées au CAP. Et il faut arrêter de croire que ce n'est pas délocalisable. Les capitaux sont délocalisables, et les migrations aussi font qu'il y a une spécialisation internationale des métiers. Et peut-être qu'en France, on ne connaît pas encore beaucoup. Je me rappelle qu'à Singapour, il y a 30 ans, les journaux étaient pleins d'annonces d'offres de domestiques qui venaient des Philippines. Il ne faut pas croire que les métiers de l'aide à domicile, c'est ouvert aujourd'hui à tout le monde, dans toutes les conditions, et c'est parfaitement délocalisable d'aller chercher des esclaves dans les pays pauvres, et c'est parfaitement délocalisable de faire partir les profits dans les paradis fiscaux. Donc quand on parle de délocalisable, il faut qualifier ça. Les finances, les profits sont investis à quoi, et la qualité du travail et la qualité sociale des emplois, ça a aussi des aspects internationaux. Il y a des associations qui s'en occupent de ça, Sherpa, Peuple solidaire et d'autres, sur les conditions de travail des femmes dans le monde, et qui montrent qu'il y a une spécialisation internationale du care qui est aussi un colonialisme qui s'exerce aussi chez nous. La dernière chose, c'est, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les expérimentations. Alors, j'ai lu, il se trouve que j'ai une cousine qui a créé le réseau Habitat Partagé Accompagné. Elle connaît bien l'Allemagne. C'est des petites unités de vie Alzheimer. Il y a 5 à 8 personnes dans des colocs. Il y a en gros un soignant, un accompagnant pour un résident. Les gens sont comme chez eux. Mais c'est des montages assez complexes. J'ai pas compris pourquoi il y a besoin des fondations pour financer ça. Ils font des foncières un peu comme Terre de Liens. Et il y a un groupe en Bouches-du-Rhône, j'espère que quelqu'un peut en parler, parce qu'il y a Gardanne, Aubagne et Martigues qui sont dessus. Et c'est une modalité qu'il faut vraiment regarder, parce que quand on parle de maintien à domicile et des appartements partagés, voire coopératifs, comme dans le journal d'économie solidaire, là, du groupe ESS, c'est un truc sur un appartement coopératif, ça va tant que les personnes sont autonomes. Et quand elles ont besoin d'être accompagnées 24 heures sur 24, il faut passer sur autre chose. Et là, c'est des dispositifs spécifiques, pas nécessairement coopératifs, mais forcément solidaires. Et en Allemagne, il y a 35 000 personnes qui sont dans cette formule. Il faut absolument développer ça en France. Alors, Michel Leflon et toi, et malheureusement, je crois qu'on va essayer 3, mais là, c'est des intervenants qui ne vont pas pouvoir... Je vais être très rapide. Vas-y, Michel. Pour essayer de revenir un peu sur le sujet du débat qui sont les femmes. Je crois que... il y a plein de choses très intéressantes qui ont été dites, le service public, tout ça. Bien évidemment, c'est par là qu'il faut qu'on passe. Mais je crois que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce sont des métiers qui sont considérés comme non qualifiés ou peu qualifiés. Et ça a un rôle essentiel dans les inégalités hommes-femmes de salaire, que tout ce qui est dans le soin, mais dans d'autres domaines aussi, mais en particulier dans le soin, ce sont des métiers où ce n'est pas forcément important que les salaires soient élevés. Et je crois qu'il faut qu'on porte d'une manière très forte, il faut une revalorisation des salaires, de celles qui s'occupent des soins à domicile, de ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, parce que c'est aussi à ce prix qu'on reconnaîtra la valeur de ce travail, avec tout un plan de formation qui est indispensable. Et bien évidemment, ça passe par des moyens supplémentaires, mais je pense qu'ici, on est tous conscients qu'il y a des milliards dans les profits des entreprises, et que donc il faut mener la bataille pour les gagner.
Mais il faut que ces métiers soient revalorisés d'une manière importante. C'est à ce prix qu'on vaincra les inégalités entre les hommes et les femmes. Deuxième chose, c'est sur la question de la démocratie. Je crois qu'effectivement, il faut que les résidents, les personnes âgées puissent s'exprimer. Il faut aussi que les personnels aient d'une manière importante la parole dans et on sait bien, ça a été dit, que les associations, il y a des choses inadmissibles qui se passent actuellement. Dans le privé, on conçoit, mais également dans les associations parce qu'il y a une pression. Alors après, il y a une bataille à mener pour effectivement avoir des coûts. Il faut espérer que Buzyn dépasse les 70 millions qu'elle a bien voulu se voir. Alors là, on va terminer. Ça nous ramène aujourd'hui à une autre conception de la prise en charge et complètement partant de pourquoi on a besoin de soins. Et si c'est cette vision-là, entre le vieillissement et la maladie, c'est la sécu qui doit prendre en charge. Donc c'est un autre débat et je vous inviterai à aller à la télégramme pour le poursuivre. Donc là, on termine très rapidement. Bon, allez, vas-y alors. Donc très rapidement, je couvre le coup des jeunes. Je peux s'enregistrer de toute façon. J'ai trois questions, j'ai trois aspects à présenter. Ce ne sont pas des aspects concrets. J'ai accompagné 4 personnes en fin de vie. Donc j'ai été confrontée à ce problème de la dépendance de façon très aiguë. Et je voudrais vous faire part de 2 ou 3 problèmes auxquels je me suis heurtée et qui ont été insolubles. Ma mère a 82 ans. Du jour au lendemain, on lui a trouvé un cancer généralisé. Donc, elle est rentrée à l'hôpital. L'hôpital, elle a eu une intervention chirurgicale minimale pour se soulager. Et on m'a dit, elle est trop âgée pour supporter des traitements, des chimiothérapies, des choses comme ça. Donc, on ne fera rien de plus à part de soulager la douleur. Et donc, on ne la garde pas à l'hôpital. Faites-en ce que vous voulez. Ce n'est pas le terme que j'ai employé. Vous la reprenez, vous en faites ce droit au soin. Qu'est-ce que vous faites d'une personne dans cet état-là? Elle est partie en EHPAD. Et en EHPAD, elle s'est retrouvée pendant 4 mois à un endroit où elle avait droit à une infirmière qui lui donnait je ne sais pas quoi, et à un médecin que je n'ai jamais pu rencontrer et qui lui a fait je ne sais quoi. Elle est morte comme ça. Est-ce que c'est vraiment le rôle des EHPAD de faire ce travail-là? Et est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi avec l'hôpital? Absolument. Excusez-moi, mais ils n'ont pas les moyens de faire ça. Oui, parce que je crois qu'il va falloir qu'on bouge. Parce que je vais répondre quand même à différentes questions qu'on a vues, je suis obligé de sur ce que vous dites. C'est comment on va transformer les établissements, les EHPAD. C'est comment on arrive à faire. Là, j'entends qu'il y a plein de baba-yaga, de machin, il y en a plein. Ça, c'est très bien. C'est très bien, mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des alternatives. Oui. Il y a, qu'est-ce qu'on fait des 7000 établissements? Qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on est pour dire, on en prend la majeure partie, on les sort de la loi de 2002, c'est-à-dire on arrête de les sursécuriser, on en fait des vrais logements, on enlève les blouses, et après, on fait de l'individuel dans la chambre, qui est la chambre à propriété de la personne, propriété ou location. Et on arrête de dire, on place la personne, comme à l'hôpital, dans une chambre. Non, vous êtes chez vous, madame, vous êtes chez vous, monsieur, et après, c'est comment on casse cet établissement pour arrêter que ce soit des lieux de soins comme à l'hôpital. Nous, c'est notre vision des choses. Comme ça, les gens auront peut-être envie de dire, au lieu de dire, les gens sont exprimés clairement, on veut vivre chez nous, on veut vivre chez soi. Mais peut-être que si demain on casse cet établissement dont personne ne veut, si on les casse et qu'on en fait de vrais logements, peut-être que des gens diront, moi j'ai peut-être envie de me rapprocher d'un centre-ville et d'aller. C'est comme ça que les résidences-services, le privé, a montré quelque chose avec ces résidences-services. Parce que les gens se sont dit, ouais, moi je viens de perdre mon mari, j'ai ma grande maison à la campagne, ouais, c'est vrai que ce qu'ils proposent, je vais vendre nos trucs et puis je vais aller vivre en centre-ville, faire une nouvelle vie. Mais ils partent à 75 ans. En moyenne, le résidence-service, on arrive entre 75 et 80, ce qui fait qu'on reste longtemps. Donc ça, c'est comment on change le modèle. Public, privé, pourquoi nous on ne rentre pas là-dedans?
c'est une erreur à ce stade des négociations qu'on a avec le gouvernement. On ne se divise pas. Et donc, ça a été le mot d'ordre de se dire avec l'intersyndicale, on ne se divise pas, on réglera nos comptes une fois qu'on aura l'argent. Une fois qu'on aura bâti quelque chose, qu'on aura le financement et qu'on aura du personnel pareil partout, là on pourra commencer à discuter autrement et voir ce niveau de... Ça nous renvoie à notre débat. Je parle des trois. N'oubliez pas, le privé commercial, ça représente 20% du secteur des établissements. Et dans les 20% du secteur des établissements, il y a 60% qui sont des groupes. Donc en gros, les groupes représentent en gros 12% seulement de l'activité des établissements. Concernant l'aide à domicile, la moitié de l'activité, c'est 0% de public, en équipe sociale, c'est 70% d'associatifs, 30% de privé commercial. Donc on se dit, ne pointons pas, évidemment, il y a un moment où il faudra régler nos comptes et discuter autrement, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et sur les financements, pourquoi on ne fait pas de proposition sur les financements? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Dans l'intersyndicale, et quand on fait une action collective, eh bien, on essaie de s'accorder sur des bases. Merci.